Lundi 6 avril 2020, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du 13h. Voici les titres. Premier cas de décès lié au coronavirus au Bénin. Il s'agit d'une femme de 43 ans. Elle a été admise dans une clinique privée de la place durant une semaine. Les détails à travers le point de presse du ministre de la Santé dans un court instant. 6 avril 2016, 6 avril 2020, 4 ans jour pour jour que le président Patrice Talon est au pouvoir. Quel bilan peut-on faire de sa gestion à la tête du pays? Quelques responsables syndicaux apprécient. Quel est l'état actuel de la gouvernance économique au Bénin? L'analyse du professeur agréé d'économie Albert Roloncourt, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Dans ce journal, vous suivrez également le directeur de la communication de la présidence de la République. Ils étaient invités de votre émission Actu Matin du jour. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le Bénin vient d'enregistrer son tout premier cas de décès lié à la pandémie du coronavirus. Il s'agit d'une femme de 43 ans, précédemment admise dans une clinique privée de la place. Le ministre de la Santé a donné un point de presse ce matin. Je vous invite à suivre l'essentiel de ses propos. Mesdames et messieurs, c'est avec douleur que je vous annonce que le dimanche 5 avril 2020, le Bénin a enregistré son premier cas de décès dû à la COVID-19. Le sujet décédé est une femme de 43 ans, drépanocytaire SC, et qui a été admise il y a une semaine dans une clinique privée de la place pour fièvre et diarrhée gléro-sanguinolente. L'apparition puis l'aggravation chez elle de difficultés respiratoires et la notion de voyage dans un pays touché par la pandémie ont permis plusieurs jours plus tard de suspecter la COVID-19. Les analyses effectuées ont permis de confirmer cette suspicion ce dimanche 5 avril 2020. Malheureusement, son décès est survenu alors que les résultats des analyses venaient de tomber et que son transfert de la clinique vers le centre de prise en charge se préparait. Cette situation très douloureuse pour la famille, le personnel de santé et toutes les personnes impliquées dans la riposte rappelle à notre attention la gravité de la pandémie. Cette situation ainsi que les résultats obtenus ces derniers jours suggèrent la nécessité de renforcer la surveillance et le dépistage précoce, car pris en charge tôt, les malades sont susceptibles de guérison. C'est pourquoi, dans le cas d'espèce, il est à déplorer que la patiente ait séjourné pendant plusieurs jours dans la clinique avant que la suspicion de la COVID-19 ne soit évoquée. Il apparaît donc qu'elle n'a pu être convenablement prise en charge. Cette situation de vulnérabilité des informations sanitaires face au risque de la COVID-19 amène le gouvernement à devoir rappeler une fois encore que devant les signes évocateurs de la COVID-19, fièvre, toux sèche, difficultés respiratoires, diarrhée, perte du goût et ou de l'odorat, le réflexe doit être l'appel des numéros de téléphone dédiés. En tout état de cause, les formations sanitaires sont appelées à ne pas accueillir, encore moins garder les patients suspects de la COVID-19. Elles doivent plutôt leur recommander d'appeler les numéros de téléphone dédiés en vue d'une orientation adaptée. Enfin, dois-je le rappeler, seule la discipline et l'engagement de tous permettront de vaincre cette maladie en évitant sa propagation. Je vous remercie. Actualité coronavirus toujours, 2 cas ont été détectés parmi les voyageurs provenant du Burkina Faso et confinés à Nati Tengou. Ils ont été conduits sous escorte médicale à Cotonou.
Et pour une riposte efficace contre cette pandémie, le préfet du département du Mono a effectué une visite de terrain vendredi dans la commune de Grand Popo. Il est allé vérifier la mise en œuvre des mesures de lutte contre le coronavirus, notamment la fermeture des points d'accès du Bénin par cette commune. Occasion donc pour lui de s'entretenir avec les responsables de la police républicaine en poste dans la commune, les élus locaux et communaux. Le code rendu est signé Geoffroy Messon. Une réalité rattrape la plupart des pays africains dans leur stratégie de lutte contre le coronavirus, la porosité de leurs frontières. Une réalité que le Bénin tente de juguler, d'où la présence ce vendredi du préfet du Mono et ses collaborateurs à Grand Popo, une commune dont une façade sert de frontières terrestres et fluviales avec le Togo sur près de 40 km. De part et d'autre de ce fleuve-là, il y a plusieurs localités. Et dans chaque localité, il y a des points de passage. Les travaux de construction et d'aménagement en cours sur la plateforme frontalière d'Ilakandji n'arrangent rien dans la volonté de stopper l'entrée et la sortie du territoire national. Durant sa descente, le préfet a eu à échanger avec les responsables des différentes unités de police en poste dans la zone. Nous avons étudié ensemble sur le terrain pour voir les points faibles qu'il y a lieu de renforcer. Et même hier, le directeur général de la police républicaine a été de passage. Nous sommes allés sur le terrain point par point. Il a donné les instructions pour qu'on puisse renforcer les points faibles. Toutefois, il faut dire qu'au regard de la multiplicité des points, il serait utile qu'on puisse être renforcé en personnel. Compte rendu des différentes séances d'information et de sensibilisation menées sur le terrain par la police républicaine a été fait au préfet. Les conducteurs de taxi-moto, ceux-là qui facilitent la mobilité à ceux qui réussissent à contourner, ils sont sensibilisés à quitter les lieux, à aller chez eux. D'autres acteurs qui se sont révélés aussi importants dedans et vers lesquels nous sommes allés, c'est aussi les piroguiers, les acteurs des différents débarcadères qui longent le fleuve. Dans cette mesure, nous avons été confortés par la décision du préfet qui demande de cesser la navigation sur le fleuve. Le préfet du Mono a eu à parcourir les zones d'entrée et de sortie clandestines du territoire. Il a pu constater la militarisation par le Togo de sa berge du fleuve Mono. Il est utile de préciser que les dispositions sont en train d'être prises pour que ces points d'accès soient sécurisés. Je dois dire à mes populations qu'on ne doit pas, à cause de 200 francs, 1000 francs ou bien 2000, faire entrer la pandémie, le coronavirus là, dans le département. Ça doit être un mouvement d'ensemble. Nous devons lutter contre ça. Il faut souligner que le fleuve Mono, ainsi que ses bras, servent de frontière naturelle entre le Bénin et le Togo sur des centaines de kilomètres. Et on parle maintenant de ces premières facilités du gouvernement qu'elle offre aux consommateurs depuis la confirmation du premier cas de contamination au Covid-19 au Bénin. Eh bien, la SBE suspend les coupures pour non-paiement des factures d'électricité en vue d'accompagner le gouvernement dans la gestion de la crise née de cette pandémie. Et à propos, nous nous sommes rapprochés des associations de consommateurs après l'annonce de cette première mesure de facilité. Je vous invite à les suivre. Nous pensons que cette mesure, elle est bienvenue, mais nous aurions souhaité que la mesure soit encore beaucoup plus utile que ça. Et donc, si la SB nous avait rencontrés, par exemple, c'est des discussions que nous aurions eues, et la solution que nous leur aurions proposée, c'est il faut certes permettre aux gens d'avoir de la souplesse dans le paiement des factures, mais il faut leur expliquer qu'après, il y aura un échelonnement et que les gens devraient commencer déjà par cotiser un peu, pour que dans le paiement par échelonnement, qu'il n'y ait pas de difficultés. Ce n'est pas une mesure de gratuité. Nous cumulons les dettes. Quel type de moratoire la SBE est en train de vouloir mettre en place pour permettre aux populations d'éponger leurs dettes en même temps de payer les factures
qui seront en cours. Il y a bien d'autres mesures qu'on attend. On nous dit de nous laver les mains. Il faut que la SONEP fasse aussi la même chose. On souhaiterait que la SONEP fasse la même chose. Il y a des pays même qui ont, dans un cadre social, ont écrasé la tranche sociale et ont donné cette tranche sociale aux populations pour qu'elles puissent vraiment se laver les mains de manière spontanée. Parce que quand vous faites le calcul par rapport à la facture qui va venir, vous allez faire l'économie d'eau. Donc, si l'État peut aller aussi dans ce sens, ce serait pas mal. La SBE a parlé, nous attendons la SONEV, mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, on nous demande de ne pas nous regrouper, d'éviter au maximum les contacts. Lorsque nous évitons au maximum les contacts, nous allons beaucoup communiquer. Et pour communiquer aujourd'hui, les canaux sont connus. Ce sont les réseaux sociaux, WhatsApp, appels et autres. Que font les réseaux sociaux pour accompagner le gouvernement dans cette période pour soulager les peines des consommateurs? Normalement, les réseaux doivent accompagner les consommateurs ou bien le gouvernement pour dire, bon, pour ce temps de confinement, lorsque vous avez 200, on peut vous donner 500 mots. Le temps de dépasser, de finir avec cette période tellement difficile où on ne fait pas assez d'activités génératrices de revenus, mais on est obligé de faire certaines choses pour pouvoir survivre à nos besoins quotidiens. Nous sommes aujourd'hui le 6 avril 2020 et cela fait exactement 4 ans que le président Patrice Talon a pris le pouvoir. Alors, quel bilan peut-on faire de sa gestion à la tête du pays? Nous avons posé la question à quelques responsables syndicaux. Ils ont donné leur perception du bilan des 4 années de gestion du président de la République. Je vous invite à suivre respectivement Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, et Noël Chadaré, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales autonomes, COSI Bénin. Ils sont au micro de Ali Moumouni et Moufid Saboura. C'est un mandat de réforme, il a annoncé à son arrivée. Et donc, il parle de mandat de réforme, on parle justement de grincement de dents. Je pense qu'on s'attendait tous à des grincements de dents et on en a beaucoup eu, beaucoup de grincements de dents. Et les aspects qui me frappent sont notamment les infrastructures. Aujourd'hui, dans tout le pays, vous avez des routes qui sont en construction, beaucoup de chantiers qui sont en cours d'achèvement. Et il est à souhaiter que si toutes ces routes sont vraiment achevées aujourd'hui, je pense que notre pays aura un nouveau visage et c'est à mettre à l'actif du régime. Je voudrais prendre également la question de l'énergie électrique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une nette amélioration et ça, tout le monde en convient, mais s'il y a encore des efforts à faire, il y a quand même une nette amélioration. Mais ce qui me frappe, moi, le plus, c'est disons, cette rigueur qu'on est en train d'imprégner. Et ça, tout le monde le remarque aujourd'hui. Et je pense que si on est citoyen objectif, on doit pouvoir reconnaître qu'il y a aujourd'hui de nouvelles manières de faire, de nouveaux comportements de la part des citoyens, de la part des agents de l'État. Je dois dire que, en termes de bilan, on peut dire qu'il y a eu du bon, du moins bon et aussi du mauvais. Mais dans l'ensemble, on peut dire que le bilan est globalement assez bon. Assez bon. Si on veut être objectif, on peut reconnaître que du point de vue des réalisations infrastructurelles, les voies, les constructions, eh bien, nous avons des éléments qui parlent. Il y a aussi du bon là, sur le plan économique. On a les finances publiques qui sont assainies. Nous avons aussi la croissance économique qui est soutenue. Chaque année, on voit qu'il y a un taux de croissance qui augmente, même si cette croissance économique n'est pas encore inclusive comme nous, tous les partenaires, le souhaitent. Maintenant, quand on a fini de dire ça, il faut reconnaître que sur le plan social, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le chef de l'État doit comprendre que le nouveau costume qu'il porte aujourd'hui est un costume de politique et que le politique est là pour le bien-être social.
lorsque le citoyen lambda n'est pas, ne se sent pas bien en tant que citoyen, ça doit interpeller le chef de l'État, ça doit interpeller l'acteur politique au public. Sur le plan politique, vous voyez qu'on n'a pas encore totalement décrispé l'ambiance. Il y a toujours la tension politique. Il y a des gens qui sont à l'étranger, des exilés politiques, comme on les appelle. Il y a que des élections ont été organisées pour la première fois de l'ère du renouveau démocratique, des élections auxquelles n'ont pas pris part les partis d'opposition. C'est inédit. Par exemple, c'est une tâche dans notre démocratie. Les relations avec les forces politiques, il y a peut-être eu un début, mais il faut peut-être les améliorer davantage. Et puis, avec les travailleurs que nous sommes, on a vu qu'il y a eu des lois, on a voté des lois qui sont des lois scélérates, les lois sociales, qui sont pratiquement comme des lois antisociales, si je peux dire, parce que on a voté les lois sur la grève, la loi sur l'embauche, la loi sur le code pénal, la loi portant statut général de la fonction publique. Il y a des dispositions dans ces lois qui portent en torse, n'est-ce pas, aux libertés syndicales, à l'exercice des droits, n'est-ce pas, des travailleurs. Et pendant donc les 4 dernières années, le chef de l'État a déroulé son projet de société qui est traduit plus clairement dans son programme d'action de gouvernement. À cet effet, des projets et programmes de développement ont été mis en œuvre dans plusieurs secteurs pour le bien-être du peuple béninois. Par ailleurs, plusieurs réformes majeures ont été opérées sur le plan politique, économique, judiciaire, social et autres. Que pensent les citoyens de ces 4 ans à la tête du Bénin par le président Patrice Talon? Idrissou Boukari leur a tendu son micro. Vraiment, les 4 ans de son excellence Patrice Talon a été vraiment satisfaisant. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné le président Patrice Talon à la tête de notre pays pour les 4 ans qui sont passés. Bon, moi, à mon humble avis, ce que j'ai vu dans les 4 ans là, je n'ai jamais attendu, je n'ai jamais vu dans le Bénin. C'est-à-dire, le président Patrice Talon et son gouvernement nous a fait des choses qu'il faut pour le Bénin. C'est-à-dire quoi? Il faut quelqu'un comme Patrice Talon à la tête du Bénin. Parce qu'aujourd'hui, dans les administrations, on sait ce que se passait avant. Mais aujourd'hui, même si tu es né avec vol, là, pour voler, il faut réfléchir. Aujourd'hui, 1000 fois, c'est une avance pour notre pays. 4 ans de gestion, je vais commencer par demander la place de la jeunesse dans ce pays. Combien de jeunes ont pu avoir du boulot aujourd'hui? Vous savez, les grands pays, les pays qui se sont développés comme le Brésil, comme la Turquie aujourd'hui, qui sont de grands pays, c'est grâce aux industries que la population trouve à faire. Aujourd'hui, depuis 4 ans que le gouvernement de la rupture est là, quelle industrie pouvons-nous indexer aujourd'hui et dire que depuis 4 ans, telle ou telle société ou telle industrie a recruté peut-être 1000 personnes ou même 500 personnes. Et un pays ne peut pas se développer tant qu'il n'y a pas d'industrie. Le bilan est mitigé, mais je suis déçu. Je suis déçu en tant qu'un observateur de la lutte citoyenne, puisque j'ai vu et j'ai participé avec ceux qui sont à la manette aujourd'hui, avec leur mercredi rouge, qui ont défendu des valeurs dans ce pays. Et les 4 ans de président Patrice Talon, moi j'ai apprécié beaucoup. Il est en train de travailler, il est en train de développer le pays. En 4 ans, j'ai apprécié beaucoup de choses parce qu'il est un homme, il est vraiment un homme. Il est en train de développer le pays, il est en train de montrer qu'aujourd'hui, il faut que les choses changent. Je vois les appâtages, les péages, en tout cas, ces actions sont très bonnes. C'est à féliciter. Dans tout pays, l'État a une continuité. Il est venu, il est en train d'essayer de faire de son mieux. Mais actuellement, moi j'exhorte le chef de l'État à tourner vers la population. Parce que ça ne va pas. Et aussi, à l'avènement du Covid-19, vraiment toutes les choses sont
sont mélangés et on ne comprend plus rien. 4 ans de gestion de notre pays, beaucoup de choses ont changé. Si je dois parler de mon domaine qu'est le transport, le chef de l'État a fait quelque chose qui a marqué et qui marquera à vie les transporteurs si éventuellement les années à venir, après lui, quelqu'un ne venait pas mettre tout ça là en cause. Au jour d'aujourd'hui, depuis l'avènement du président Talon, vous partez de Malanville à Cotonou, vous partez en sécurité, vous roulez en sécurité et sans tracasserie policière. Mais c'est à son actif. Au port, pour entrer au port, ce n'était pas de la joie. Les syndicalistes que nous sommes étions aussi un goulot d'étranglement pour les opérations au port. Et même sur la route, c'est au vu aussi de tout le monde on mettait des barrières pour dire, as-tu pris le ticket? Où est le ticket de tel syndicat? Où est le ticket de mon syndicat? C'est toujours à l'arrivée du président Talon que tout cela a été conjugué au passé. On ne peut que vraiment le remercier et se réjouir. C'est toujours avec lui que nous avons vu nos voix qui, personne, même celui qui fait l'oracle, ne pouvait pas vraiment prédire que nos différentes ruelles vont être goudronnées ou pavées. Mais c'est chose réelle aujourd'hui. Pour ceux qui savent lire entre les lignes, vous comprenez aisément que lors de son discours, il applique exactement tout ce qu'il avait dit dans son discours. Moi, je le prends quand même pour un homme, un surdoué. D'autant plus que j'ai suivi son discours le 6 avril 2016 et apparemment, il sait déjà tout ce qu'il veut faire. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la maison, ce n'est pas un intrus qui ne connaissait pas la maison. Moi, je suis acteur portuaire. Depuis qu'il est venu, il n'a même pas mis pied au port, mais tout va bien. Tout va bien dans ce sens que c'est peut-être la nuit, peut-être nuitamment qui vient au port, je n'en sais rien, mais dans un passé récent. Un président doit venir au port et on nous bloque le port toute la journée, sachant que le port est le poumon de l'économie nationale. Aujourd'hui, tout ça là, ça passe. Moi, il y a trop de réalisations de Patrice Talon. Ce que je souhaite, c'est une continuité. Je dis, il n'a qu'à savoir que c'est le peuple qui vit déjà à sa place. Il n'a pas le choix, il doit continuer. Eh bien, dans le même registre, je vous invite maintenant à suivre Wilfrid Léandre Rumbéji, le directeur de la communication à la présidence de la République. Il était ce matin invité de votre émission Actu Matin. Il fait également le bilan des 4 ans au pouvoir du président Patrice Talon. Eh bien, aujourd'hui, 4 ans, jour pour jour après son avènement au pouvoir, a-t-il tenu ses promesses? Ou, autrement dit, les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Je crois que de l'avis de la grande majorité de nos compatriotes, aujourd'hui, il n'y a pas de doute, il n'y a aucune raison de penser que le cap n'est pas tenu, que les résultats ne sont pas là, de plus en plus manifestes. Mais il faut être honnête pour dire que le président de la République, il est passé par tous les États. J'ai presque envie de vous dire que le président Patrice Talon, non le candidat, mais le président Patrice Talon et le peuple béninois, c'est un peu comme la manifestation du syndrome de Stockholm. Au début, avec la rigueur imprimée dès les premières heures, malcompréhension, levée de boucliers, volée de bois vert, détestation, le président de la République, on va dire au bout de quelques mois, était quand même assez bas dans les sondages. Cette phase de détestation, de malcompréhension est passée, et vous entendez bien nos compatriotes, les anecdotes foisonnent aujourd'hui. Qui veut qu'il reste 20 ans, 30 ans, 50 ans pour ceux qui veulent rigoler? Qui veut que s'il lui arrivait à l'idée de ne pas se présenter ou de décider de ne pas se présenter, il lui ferait un procès pour tentative de refus de développement de son pays et du reste. Les faits parlent pour lui aujourd'hui. Il parle très peu lui-même, on le voit très peu ici et là, mais il parle à travers ses réalisations et nos compatriotes saluent cela. Dois-je vous dire que de par tout le pays,
les chantiers sont ouverts. Et des chantiers qui sont rigoureusement suivis. Qu'il s'agisse des infrastructures traditionnelles, qu'il s'agisse du projet asphaltage, qu'il s'agisse du retour de l'énergie électrique de qualité, qu'il s'agisse de chantiers ouverts partout pour la fourniture de l'eau potable à nos compatriotes, qu'il s'agisse surtout au plan social. Et ça, on ne le dit pas souvent. Les FCBE, parlons-en. Je respecte ceux qui y sont. Je respecte ceux qui se battent pour que le parti vive. Mais les FCBE, comme l'UBF avant, ont vécu dans la forme dans laquelle on les a connus quand ils étaient au pouvoir. Donc, se préoccuper aujourd'hui ou de vouloir voir la main de quelqu'un derrière, ce qui n'est que juste retour des choses par rapport à ce qui a été observé jusque-là, je pense qu'il y a un côté malsain dans cela. Les FCBE se sont vidés entre-temps de leur substance. Les pontes du parti ont rejoint la mouvance, migrant vers le chantre de la rupture. Ce qui reste, il faut reconnaître le travail qu'ils font. Et nous, on est pressés de les rencontrer et que les partis qui soutiennent le chef de l'État les battent pour montrer que c'est eux qui sont les plus forts sur le terrain. À la suite de Wilfrid Léandre Ongweji, directeur de la communication à la présidence de la République, le professeur Albert Rolonkou a été reçu toujours sur le plateau d'Actu Matin pour procéder cette fois-ci à l'analyse du bilan des 4 dernières années de gouvernance économique à la tête du Bénin par le président Patrice Talon. Morceau choisi de son intervention face à Christian Adanedjan et André Dossa, journaliste à Canal 3 Bénin. Si on veut apprécier un bilan, il y a plusieurs aspects. Comme c'est une appréciation multicritère, donc c'est compliqué. Sur la base de certains critères, on peut dire que cela a marché, mais sur la base d'autres critères, on peut bien critiquer. On peut dire que les comptes publics ont été assainis, parce que ceux qui ont la crédibilité dans ce domaine pour apprécier, comme les institutions de notation, Standard & Poor's, le passage du FMI, de la Banque mondiale, ils ont dit que ça se passe bien. Donc, on peut dire que les comptes publics ont été assainis. Et maintenant, on peut sauter sur la croissance pour dire que pendant ce mandat, on a quand même eu une croissance accélérée. Et je suis sidéré aussi parce que dans le PAG, on a prévu des taux de croissance. C'est une prévision. Mais pratiquement, on les a obtenus, ce qui est vraiment très intéressant. Vous voyez, en 2016, on avait prévu 5%, on a obtenu 4%. En 2017, on a prévu 6%, on a obtenu 5,8%. En 2018, on a prévu 7%, on a obtenu 6,9%. Et en 2019, on a prévu 7%, mais maintenant on dit 7,6%, peut-être ce sera revu. Mais vous voyez, donc ce qu'on a prévu, on l'a obtenu. Et j'ai essayé de faire un exercice aussi en se disant, quand on prend depuis 90, quel est le gouvernement qui a eu plus de performance en termes de croissance? C'est le gouvernement actuel. Maintenant, on va parler de la redistribution. Tout à fait. Parce que la redistribution, c'est quoi? C'est-à-dire, quand on construit une infrastructure, par exemple, on redistribue en même temps un revenu. Parce qu'il y a des gens qui prennent des salaires, il y a des gens qui ont des profits, il y a des gens qui ont un certain nombre de choses. Donc, il n'y a pas un temps de semaille en tant que tel, un temps de moisson après. C'est quand on progresse au fur et à mesure qu'on a ça. Or, ici, il faut voir la redistribution à deux niveaux. Il y a la redistribution horizontale. Quand on parle d'horizontale, est-ce que les régions sont équilibrées au niveau de la redistribution? Est-ce que les régions du pays? Les régions du pays. Est-ce que les secteurs professionnels sont équilibrés au niveau de la redistribution du pays et du PIB? C'est là où on peut commencer par avoir des problèmes. Parce que, et à votre avis, est-ce le cas en ce moment? Non, pour moi, la redistribution. Pour moi, il y a une certaine concentration autour de Cotonou. Autour de Cotonou. Quand je dis autour de Cotonou, on peut parler de Grand Nokoué, etc. Et puis, il y a certaines choses qu'on pouvait faire autrement. Par exemple, les quartiers UP qu'on peut asphalter, par exemple. Le mécanisme qu'on utilise pour les asphalter, ce n'est pas bien passé. C'est une mauvaise distribution des ressources en quelque sorte. Parce que quand l'État emprunte au niveau des banques pour pouvoir financer ces genres de choses, dans des secteurs où les gens peut-être ont les moyens de le faire par eux-mêmes, ce n'est pas intéressant. On parle de toute autre chose à présent avec la conférence de presse des ministres en charge du système éducatif béninois. C'était en fin de semaine dernière. Ils sont montés au créneau pour annoncer des sanctions du système à l'encontre des auteurs des images pornographiques,
tourné dans l'enceinte de plusieurs établissements au Bénin. Le phénomène a créé un choc au sein de l'opinion publique et les gouvernants ne sont pas restés les bras croisés. Retour sur cette conférence de presse. Nous allons prendre nos responsabilités. Des responsabilités à prendre face à une déchéance annoncée pour la jeunesse béninoise. Des scènes obscènes et bien d'autres de délinquance filmées, montées et envoyées sur les réseaux sociaux par des élèves sur leur lieu d'apprentissage. Ces vidéos font honte aux parents d'élèves que nous sommes, aux enseignants que nous sommes, aux promoteurs que nous sommes et aux gouvernants que nous sommes. Ce que nous avons vu n'a pas de nom. Déjà, l'acte en lui-même, le fait déjà d'avoir cette intention, de le produire, de le mettre en scène, c'est un ensemble de comportements assez inquiétants. Inquiétant au point de susciter des interrogations. Et la ministre des Affaires sociales qui assiste ici, ses collègues en charge du système éducatif, n'a pu cacher la sienne. Mais ces enfants trouvent les téléphones portables où? C'est la première question qu'on pourrait se poser. Ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas encore leur vie. Donc forcément, ce sont des adultes qui leur achètent les portables. Qu'est-ce que nous avons fait de nos enfants? Tout comme les gouvernants, des promoteurs d'établissements sont loin d'être indifférents face à ces déviances notées chez leurs apprenants. C'est très déplorable ce que nous avons vu. On a été vraiment touchés et je pense que la réaction serait à la hauteur de ce que nous avons vécu parce qu'il fallait prendre les responsabilités et changer ce qu'il faut vraiment. Et des mesures répressives sont déjà annoncées à tous les niveaux. La répression de tous ceux-là qui sont acteurs, la répression de tous ceux-là qui sont complices d'une manière ou d'une autre de ce phénomène. Tout à l'heure, le DDEPS nous a dit qu'il faut casser tous les téléphones portables qui rentrent dans l'établissement. Nous allons appliquer cela dès la reprise. Et je pense que le ministère est en train de prendre des lois pour accompagner les établissements dans ce sens. Au niveau des établissements, des enquêtes sont actuellement en cours et plusieurs auteurs de ces incongruités envoyées sur la toile seraient déjà aux mains de la justice pour subir la rigueur de la loi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre aimable attention. Prenez bien soin de vous par ces temps où l'épidémie du coronavirus sévit. À demain, 13h.